Chapitre 1. L'arrivée inattendue. La brume matinale ne s'était pas encore complètement dissipée lorsque le train express en provenance de Genève s'arrêta avec un long sifflement métallique à la gare de Vallorbe, un coin de Suisse entouré de forêts denses et de sommets enneigés. Parmi les rares passagers qui débarquèrent, l'un d'eux se démarqua sans effort, petit, impeccablement vêtu d'un manteau gris-perle, chapeau melon légèrement incliné et moustache comme sculptée à la règle et au compas. Hercule Poirot, le célèbre détective belge, scrutait le quai d'un œil perspicace, même si son froncement de sourcils trahissait une pointe d'agacement. « Mon Dieu, quel désastre !» murmura-t-il en ajustant le pli de ses gants. Ce n'était pas un hasard. La lettre était brève et urgente. « Monsieur Poirot, je suis dans un état de confusion et de danger. Apportez vos renseignements et, si possible, ne perdez pas de temps. » Et Sibylle Vernet. Poirot n'avait jamais rencontré Madame Vernet en personne, mais son nom lui était vaguement familier. Il s'agissait de la veuve d'Auguste Vernet, le magnate de l'horlogerie lausannoise, décédé l'année précédente de cause naturelle, selon les rapports, même si Poirot se souvenait avoir froncé les sourcils devant la justesse du testament. Un chauffeur portant une casquette à visière et un uniforme noir attendait à côté d'une voiture rutilante. « Monsieur Poirot, bienvenue. » Madame Vernet l'espéra en villa églantine. « Merci, monsieur. Claude, à votre service. » Pendant le trajet, Poirot observa silencieusement le paysage. Une maison isolée au sommet d'une colline, un domaine entouré de jardins inhabituellement négligés pour une résidence suisse, et une atmosphère étrange, comme si la nature elle-même retenait son souffle. À son arrivée, il fut accueilli par Sibylle Vernet en personne, grande, d'allure aristocratique, sa beauté vieillie par l'inquiétude. Elle portait une robe de velours bleu foncé et un collier de perles qui vibrait légèrement au rythme de ses doigts. « Monsieur Poirot, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je vous remercie d'être venu. Je n'ai plus personne en qui j'ai confiance. Madame, dites-moi simplement ce qui vous préoccupe. Sans dramatiser, mais clairement. Vous vous adressez à un homme qui attache de l'importance aux faits, mais aussi les nuances de l'âme. » Elle le conduisit dans une pièce décorée d'horloges anciennes, toute silencieuse, comme si elle refusait de faire tic-tac une seconde de plus. « Hier après-midi, commença-t-elle, une valise est arrivée chez moi. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Elle était posée sur le lit de la chambre de mon défunt mari. Et que contenait-il? » Elle hésita. Elle se leva lentement, traversa la pièce et ouvrit un petit coffre en bois posé sur un buffet. À l'intérieur, protégé par une toile de lin, se trouvait un mot écrit à l'encre noire, d'une écriture précise. « Ce jour est révolu, utilisez-le avec précaution. » Poirot haussa un sourcil. « Et dans la valise ?» Toute une collection d'objets, des vêtements, une montre, des billets de train, un programme d'opéra pour le 4 mars de l'année dernière, tous liés à ce jour où Auguste devait se rendre à Zurich, mais qu'il a annulé à cause d'une migraine. Il est décédé la nuit même. Poirot hocha lentement la tête. Intéressant. Comme si quelqu'un essayait de reconstituer une journée qui avait été omise. Et qui, madame, était au courant de ce changement de plan à l'époque? Personne d'autre que la famille proche. Mon beau-fils, Lucien, ma belle-sœur, Estelle.
Eh bien, la gouvernante, bien sûr. Poirot jeta un coup d'œil à l'horloge du grand-père immobile. Une journée entière, reconstituée en silence. Peut-être pour souligner un événement, ou pour accuser quelqu'un, le mystère avait commencé, silencieux comme ces horloges, qui s'étaient arrêtées. Poirot, ajustant son mouchoir, comprit que cette fois, le crime ne résidait pas dans ce qui avait été fait, mais dans ce qui avait été fait. Non arrivé. Chapitre 2. La montre de poche qui n'aurait pas dû exister. Le salon de la villa Églantine avait retrouvé son calme lorsque Poirot fut laissé seul. Sibylle Vernet s'était retirée pour donner des instructions aux domestiques, et il en profita pour observer. L'air était saturé de parfums anciens. Cire à meubles, tabac vieilli, léger parfum de violette fanée. Au-dessus de la cheminée, une photographie encadrée représentait Feu Auguste Vernet, l'expression sobre, presque sévère, cernée par l'ombre d'une moustache à la Dali. Poirot, sans rien toucher, s'approcha du buffet et relut la note. « C'est le jour pour lequel tu n'as jamais vécu. Prends-le avec précaution. » Il pinça les lèvres. C'était sans doute un message délibérément ambigu. Pas une menace, mais un symbole, une provocation intellectuelle. À ce moment-là, Claude le chauffeur entra avec un plateau en argent. « Café, monsieur Poirot ?»« Merci, Claude. »« Dites-moi, étiez-vous là le jour de la mort de monsieur Vernet ?»« Oui, monsieur, je l'ai emmené chez le médecin ce matin-là. Il était de mauvaise humeur et a annulé son voyage à Zurich. Et comment était-il à son retour? Épuisé, mais il a insisté pour s'enfermer dans son bureau. Il n'est sorti qu'au dîner. Ce soir-là, Claude hésita. Ce soir-là, il ne se sentait pas bien. C'est Estelle qui l'a retrouvé mort le lendemain. Poirot hocha lentement la tête. La chronologie semblait simple, mais la valise compliquait tout. Pourquoi recréer ce jour-là? Et pourquoi l'envoyer maintenant? Peu de temps après, dans la bibliothèque, Sibylle le présenta aux autres membres de la maison. « Ma belle-sœur, Estelle Vernet, une femme au visage allongé et au regard critique, avec un air de deuil perpétuel, mais sans aucun signe de véritable émotion. Mon beau-fils, Lucien. Lucien était jeune, la trentaine environ, et avait cette beauté pâle et négligée qui suggère de longues nuits et une vie de loisirs dispendieux. Il portait un verre de cognac en plein après-midi, ce que Poirot trouva révélateur. Et voici Violette, notre gouvernante. Elle est avec nous depuis plus de 20 ans. La femme baissa les yeux, même si quelque chose, dans son visage dur, révélait de la méfiance, plutôt que du respect. Poirot salua tout le monde poliment et fit une remarque désinvolte. « Madame, Vernet m'a parlé d'une étrange valise apparue hier. »« L'avez-vous vue ?» Estelle croisa les bras. « Je l'ai vue moi-même sur le lit. » J'ai cru que Sibylle l'avait laissée là à son retour de Lausanne. Je n'y ai pas prêté attention. Lucien haussa les épaules. « Je n'en ai aucune idée. Je ne fréquente pas les chambres de l'aile est, et encore moins celles de mon défunt père. » Violette leva brièvement les yeux. « Je ne sais pas non plus comment vous êtes arrivé là, monsieur Poirot. J'ai fermé cette pièce à clé il y a des semaines. Personne n'avait de raison d'y entrer. » Poirot hocha la tête. Il ne les affronta pas. Pas encore. Quelques heures plus tard, dans sa chambre d'amis, Poirot déboutonnait méthodiquement son gilet lorsque quelque chose attira son attention. Sur la table de nuit, quelqu'un avait laissé un objet.
Une montre de poche ancienne, en or bruni, gravée du monogramme AVE. Poirot la prit délicatement et l'examina sous la lampe. L'horloge n'était pas cassée, mais son mécanisme s'était arrêté. Il indiquait exactement 14h47. Poirot pencha la tête. Curioso, très très curieux, car Auguste Vernet, selon le rapport officiel, était décédé à 22h15. Pourquoi alors avait-on placé une horloge qui arrêtait le temps près de 8 heures plus tôt? Et plus que cela, pourquoi cette montre ne figurait-elle pas sur la liste des objets que Poirot avait examinés dans les archives publiques des semaines auparavant? Poirot savait, avec cette certitude qui n'a toujours pas besoin de preuves, que cette montre ne devait pas exister. Le lendemain, les horloges du salon restèrent silencieuses. Mais pour Poirot, l'enquête ne faisait que commencer. Chapitre 3. Lucien est celui qui n'a jamais existé. Le lendemain matin, le ciel de Valorbe était couvert, comme si le brouillard nocturne s'était accroché au jour. Hercule Poirot descendit d'un pas précis dans la salle à manger, où Madame Vernet attendait, assise devant une tasse de thé fumante. Il ne mentionna pas la montre de poche, pas encore. Il avait appris que dans ces maisons, les secrets ne sont pas obligatoires, on les laisse éclater. « Dormirez-vous bien, monsieur Poirot ?» demanda Sibylle avec une politesse forcée. « Impeccablement, madame. J'ai cependant reçu une visiteuse curieuse, une horloge ancienne. » répondit-il en l'observant avec un intérêt dissimulé. Elle cligna des yeux, confuse pendant un moment, mais ne répondit pas. « Lucien est-il à la maison ce matin ?» Dans son atelier. Il dit que ça ne devrait pas perturber sa routine. Matinale. Peindre ou quoi qu'il fasse là-bas. Poirot s'inclina légèrement et se dirigea vers l'aile ouest de la maison, où une porte entr'ouverte dégageait une légère odeur de térébenthine et de vieux papier. L'atelier était une pièce extrêmement encombrée, avec des toiles empilées contre le mur, des livres ouverts à l'envers et une grande fenêtre donnant sur le jardin. Lucien, vêtu d'une chemise blanche froissée et de bretelles, dessinait au fusain sur du papier épais. « Je ne savais pas que nous avions des visiteurs si tôt, » murmura-t-il sans se retourner. « Je n'ai pas l'habitude de m'annoncer comme un coup de tonnerre, monsieur, » dit Poirot avec un sourire retenu. « Cela vous dérange-t-il si je vous interromps quelques minutes ?» Lucien posa son fusain et se retourna lentement. Son regard était pénétrant, presque théâtralement cynique. « Je doute que tu aies le choix, n'est-ce pas ?» Poirot a ignoré le commentaire. « Puis-je vous demander, monsieur, comment vous entendiez-vous avec votre père ?» Lucien laissa échapper un rire sec. Cet homme croyait que le temps était plus précieux que les gens. J'étais un obstacle, une erreur qu'il s'efforçait de corriger. Et pourtant, tu es resté sous son toit, Oh, c'était de son plein gré, il ne m'a laissé que la résidence familiale, et seulement par obligation légale. Tout le reste, montre, usine, investissement, tout est allé à Sibylle. Et je ne dis pas cela par ressentiment, monsieur Poirot, juste avec une pointe d'ironie. Poirot l'observait en silence. Le regard de Lucien était perspicace, mais aussi quelque peu terne, comme s'il jouait un rôle appris depuis longtemps. « Et savez-vous quelque chose à propos d'une valise qui est apparue dans la chambre de votre père ?» demanda-t-il avec désinvolture. Lucien pencha la tête. « Cette vieille histoire ?» « Oui, ma belle-mère nous l'a racontée hier soir. »
Ça ressemblait à un geste théâtral, tout à fait son style. Et le contenu? Une reconstitution absurde d'un jour qui n'a jamais existé. Le 4 mars. Curieux car ce jour-là, j'ai reçu une lettre de mon père, la seule, depuis des années, annulant un dîner avec moi. Il prétendait avoir une migraine. Il est mort, la nuit même. Poirot hocha la tête. « Et tu gardes cette lettre ?» Lucien ouvrit un tiroir et le sortit avec dédain. Le papier provenait du bureau de Vernet, avec un en-tête bleu et la signature exacte d'Auguste. Mais quelque chose attira l'attention de Poirot. Le trait de plume. Il était forcé. Comme si quelqu'un avait tenté d'imiter une écriture dépourvue de la grâce naturelle de l'auteur. Il a gardé cette observation. Et il y avait quelqu'un d'autre dans la maison ce jour-là, à part Sibylle et tante Estelle, seulement Violette, bien sûr. Mais parfois, un visiteur étrange arrive, un certain monsieur Halberd. Il prétend être antiquaire, mais j'ai toujours soupçonné qu'il était plus que ça. Plus loin, Lucien sourit. Un escroc ou un maître chanteur. Mon père le rencontrait à huis clos, et il le craignait, monsieur Poirot. Je n'ai jamais vu Auguste craindre autre chose que le passage du temps. Poirot se leva. « Merci pour votre temps, monsieur. Et votre art, est-il abstrait? » « Non. Mes peintures n'ont de sens que si on les regarde de derrière. » Poirot s'arrêta, intrigué, et tourna légèrement la tête pour observer la toile. À première vue, ce n'était qu'un ensemble de lignes sombres et informes. Mais, en reculant de quelques pas, une silhouette apparut clairement, une chaise vide devant une fenêtre, un symbole d'absence. « Très intéressant, » murmura Poirot. Lorsqu'il quitta le studio, il savait déjà que ce jour, jamais vécu, cachait non seulement une mort, mais aussi une identité inexistante. Quelqu'un avait prétendu être quelqu'un d'autre. Ou peut-être avait-il vécu une journée entière dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et on ne savait toujours pas si cette personne était parmi les vivants. Chapitre 4. L'ombre dans le miroir du couloir. L'aile et de la villa Églantine avait quelque chose d'un mausolée, de longs couloirs lambrissés de bois sombre, des tapis délavés et des miroirs anciens qui reproduisaient l'ombre de quiconque osait les traverser. Poirot avançait d'un pas lent et posé, comme si chaque pas pouvait réveiller les secrets enfouis dans les murs. Son objectif était la chambre de feu Auguste Vernet, encore préservée telle qu'elle était la nuit de sa mort. Madame Vernet avait accepté, non sans une certaine réticence. Le détective s'arrêta devant un grand miroir vénitien à l'intersection de deux couloirs. Ce n'était pas seulement un objet décoratif. Le cadre, sculpté dans de l'argent noirci par le temps, présentait des traces d'altération. Poirot se pencha pour examiner une légère rayure à la base du verre. Un miroir placé non seulement pour réfléchir, murmura-t-il, mais pour observer. Il ouvrit légèrement la porte à côté du miroir. Une petite armoire encombrée. Sous un certain angle, l'intérieur de la chambre de Vernet était partiellement visible. Ah, voilà, un poste de surveillance. Qui avait besoin de voir sans être vu? Il entra dans la chambre. Le lit était fait avec une rigueur presque funèbre. Sur le couvre-lit, il y avait encore la valise qui l'avait amené là. Il n'avait pas été autorisé à l'ouvrir complètement auparavant.
Cette fois, ganté de fins gants, Poirot inspecta chaque objet avec soin. Chemise fraîchement repassée. Montre-bracelet arrêté à 8h12. 2 billets de train pour Zurich, datés du 4 mars de l'année précédente. Un mouchoir brodé des initiales AV, taché de ce qui semblait être du rouge à lèvres. Un carnet avec une seule page d'écriture. S'il ne revient pas, détruisez ceci. Poirot leva les yeux. Chaque élément était trop orchestré, comme si le but n'était pas de dissimuler un crime, mais de l'inviter à suivre une chorégraphie préméditée. Mais par qui? Un grincement dans le couloir interrompit ses pensées. Lorsqu'il sortit, il ne trouva personne. Seul le miroir reflétait son image, déformée par la lumière de la fenêtre. Il s'arrêta. Dans le reflet, il y avait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une autre silhouette, à peine une seconde plus loin, avant de disparaître au coin de la rue. Poirot ne courut pas, ce n'était pas son style. Il marcha précisément jusqu'au coin. Vide. Cependant, sur le sol, un point scintillant attira son regard. Une petite épingle à perles, du genre qu'une femme utilise pour maintenir un voile ou un chapeau ancien. Appartenait-elle à Estelle, Violette, à quelqu'un d'autre? Il retourna au salon, où il trouva Madame Vernet et Estelle assises en silence devant un plateau de thé intact. « Mesdames !» salua-t-il poliment. « Puis-je vous poser une question un peu particulière ?»« Oui, tu dois le faire, » dit Estelle sèchement en croisant les bras. « Est-ce que l'un d'entre vous a remarqué la présence de quelqu'un dans cette maison? »« Qui n'a pas sa place ici ?» Sibylle et Estelle échangèrent un regard. « Que veux-tu dire ?» demanda Sibylle visiblement tendue, à une silhouette qui se déplace furtivement, qui ne laisse aucune trace mais qui observe. « Aujourd'hui, je l'ai vue reflétée dans un miroir. » Estelle émit un petit rire. « Vous suggérez un fantôme, monsieur Poirot ?»« Non, madame. Un fantôme ne laisse pas d'épingle en perles derrière lui. » Il y eut un silence brusque. Sibylle pâlit. « J'avais une amie, Claire. Elle vivait avec nous il y a des années avant notre mariage. Une présence presque invisible. Elle disparaissait sans un mot. Auguste la détestait. Elle disait qu'il n'y avait pas de place pour les échos dans cette maison. Et pourquoi est-il parti? Je ne sais pas. Un jour, elle n'est pas revenue. Je pensais qu'elle était partie de son plein gré, mais elle regarda l'épingle que Poirot avait laissée sur la table. Elle appartenait à Claire. Je la reconnais. Alors peut-être, madame, il n'est pas allé aussi loin que vous le pensiez. » Estelle s'assit brusquement. « C'est absurde. Cette jeune femme est partie il y a des années. Elle n'a aucun lien avec la mort de mon frère. » Poirot haussa un sourcil. « Peut-être pas. Ou peut-être que cela a plus à voir avec ça qu'il n'y paraît. La clé n'est peut-être pas de savoir qui a tué Auguste Vernet, mais qui a été effacé de l'histoire bien avant. » En chemin vers sa chambre, Poirot réfléchissait aux détails. Un jour oublié, une valise impossible, une horloge arrêtée, une femme effacée de la mémoire, et l'ombre reflétée dans un miroir qui n'oublie jamais. Tout indiquait que quelqu'un revenait, non pas pour tuer, mais pour réécrire le passé. Chapitre 5 – Le carnet des jours non vécus. Au crépuscule, tandis que la lumière filtrait à travers les fenêtres de la villa églantine, selon des angles de plus en plus obliques, Hercule Poirot monta une fois de plus dans la chambre du défunt Auguste Vernet. Son pas était silencieux, son esprit, tel un rouage,
tournant sans cesse. Il avait une petite lampe de poche sur lui, soupçonnant que le prochain indice ne serait pas visible, mais caché dans les interstices du passé. Il fit le tour de la pièce d'un pas calme jusqu'à ce qu'il s'arrête devant le bureau en noyer. Il avait été nettoyé avec soin, mais sans intelligence. Poirot passa un doigt à l'intérieur du tiroir du bas à gauche et trouva ce qu'il cherchait, de la poussière. « Personne n'a ouvert ça depuis des mois, » murmura-t-il, satisfait. Il retira délicatement un fin crochet de sa canne. Ce n'était pas une astuce qu'il utilisait souvent, mais dans ce cas précis, il estimait que la discrétion valait mieux que la permission. Le clic sec du loquet lui donna accès à un compartiment passé inaperçu, sauf aux plus méticuleux. À l'intérieur, il trouva un carnet en cuir noir, fermé par un fermoir métallique, qui n'offrait aucune résistance. Sur la première page, écrite d'une écriture ferme, mais sans fioriture, il lisait « Ce journal est destiné à enregistrer ce qui n'est jamais arrivé. » Poirot plissa les yeux. Les pages suivantes étaient divisées en dates. Toutes dataient du 4 mars de l'année précédente, et toutes étaient écrites comme si ce jour-là s'était produit. En marge, Auguste avait noté des actions détaillées. Partir tôt pour la gare, rencontrer un certain C à Zurich, assister à une représentation d'opéra, recevoir une lettre avec la confirmation et revenir à minuit. Mais ce voyage, selon tous les témoins, n'a jamais eu lieu. Un essai de mémoire ou un alibi qui n'a jamais eu besoin d'être utilisé. Poirot feuilleta les pages jusqu'à ce qu'il arrive à une page marquée d'un ruban gris. Claire était d'accord. Elle a d'abord tout nié, puis elle a parlé. Son secret sera mien, jusqu'à ce que je décide de ne plus l'être, et ci-dessous, avec une encre encore plus tremblante, j'aurais dû la protéger. Je n'aurais rien dû signer sans l'avoir lu. Ils m'ont encerclé comme des hyènes polies. Poirot ferma lentement le carnet. Claire. Le nom revenait sans cesse, toujours à voix basse, comme un murmure. Que savait-elle? Qu'avait-elle dit? En sortant de la chambre, il rencontra Violette, la gouvernante, qui nettoyait la rampe avec une énergie inhabituelle. Pour cette heure-là, « Monsieur Poirot? Vous cherchez quelque chose? » ?»« Non, madame, je l'ai déjà trouvé. » Elle semblait légèrement pâle. « Claire, » dit Poirot en testant le nom. « Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas ?» Violette baissa les yeux. Elle était timide, très jeune. Elle errait dans la maison comme un fantôme. Monsieur Vernet ne la supportait pas. Il disait qu'elle n'était pas à sa place. Mais elle ne faisait de mal à personne. Et pourquoi est-il parti? Une nuit, après une dispute, elle a disparu. Nous pensions tous qu'elle était partie. Auguste a ordonné qu'on ne parle plus d'elle. Mais la femme regarda autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue. J'ai trouvé une lettre dans sa chambre, déchirée. Et tu l'as toujours? Non. Mais je me souviens d'une phrase, je reviendrai chercher ce qui m'appartient. Poirot sourit légèrement. Et tu pensais que je parlais d'un objet? Ce n'était pas comme ça? Peut-être pas, madame. Peut-être parlait-il d'un jour, ce jour que l'histoire a tenté d'effacer. Ce soir-là,
Poirot demanda à ne pas être interrompu. Il s'enferma dans sa chambre et étala le contenu de la valise et du carnet d'Auguste sur le lit. Un à un, les objets commencèrent à se mettre en place. Les heures notées coïncidaient avec celles du programme de l'opéra. Le billet de train était au nom de A. Vernet, mais quelqu'un avait réécrit la date. Une chemise portait les initiales LB, brodées sur le col. Elle n'appartenait à personne dans la maison, et la montre de poche n'était pas cassée. Poirot l'ouvrit avec un couteau délicat et découvrit à l'intérieur du couvercle une photographie enroulée. Une jeune femme aux cheveux noirs, à l'expression à la fois vulnérable et déterminée. Au dos, une note. À Claire, tu as droit à ton temps. Poirot s'assit, fermant les yeux un instant. Un crime avait été commis, certes, mais peut-être pas au sens habituel du terme. Un jour avait été assassiné. Un souvenir, un témoignage, et quelqu'un encore caché, avait décidé qu'il était temps de le ressusciter. Chapitre 6. La lettre qui n'est jamais arrivée. Le lendemain matin se leva avec une étrange clarté, comme si le brouillard des jours précédents avait été balayé par une volonté silencieuse. La villa Églantine, cependant, restait enveloppée de sa propre brume intérieure. Silence prolongé, regard fuyant, pas feutré dans des couloirs apparemment interminables. Poirot prenait son petit déjeuner seul, une habitude dont il était reconnaissant. Tout en émiettant méticuleusement son croissant, il repensait mentalement aux découvertes de la veille. Le carnet d'Auguste était plus qu'un fantasme ou une hallucination. C'était la reconstitution consciente d'une journée qui, aux yeux du public, n'avait jamais eu lieu. La question n'était plus de savoir si Claire existait, mais pourquoi tout le monde s'efforçait tant de la nier. Quelle menace représentait-elle, et quelle vérité portait en elle cette journée entière que quelqu'un avait effacée du calendrier? Après le petit déjeuner, Poirot demande à Claude, le chauffeur, de le conduire à la poste centrale de Valorbe. « Vous envoyez du courrier, monsieur » demanda Claude prudemment. « Non, non, mon ami. Aujourd'hui, je m'intéresse davantage à ce qui n'a pas été envoyé. » Le bâtiment de la poste était modeste mais fonctionnel. Grâce à son insigne et à un parfait mélange de courtoisie et d'autorité, Poirot obtint l'autorisation de consulter les archives de l'année précédente. Après une heure d'inspection, il trouva ce qu'il cherchait. Le 4 mars, une lettre à en-tête de la résidence Vernet, adressée à Claire B, à Genève, était arrivée au siège de Valorbe. Mais elle n'avait pas été distribuée. Le motif, écrit à la main, était « adresse inexistante ». Poirot demanda l'enveloppe. Elle était toujours rangée, jamais ouverte, oubliée parmi des centaines d'autres. Il l'examina attentivement. L'écriture n'était pas celle d'Auguste, ni celle de Sibylle, d'Estelle ou de Lucien. Pourtant, l'inclinaison et la forme des lettres lui semblaient familières. À l'intérieur de l'enveloppe, encore scellée par son humidité d'origine, il trouva une lettre écrite sur un ton presque clinique. « Claire, je dois te le donner. Il ne veut pas, mais je ne supporte pas ce silence. La valise est prête. Ils l'enverront quand tout sera en place. Ce qui s'est passé ce jour-là ne peut pas être enterré. J'ai vécu ce jour-là aussi. Je ne l'oublierai pas. V. V. Poirot répéta à voix basse. Violette! De retour à la villa, il se dirigea droit vers la cuisine. Là, Violette, comme toujours, prit place en silence. Elle coupait des carottes avec une telle précision
qu'on aurait dit une intervention chirurgicale. « Madame, dit Poirot sans élever la voix, pourquoi avez-vous écrit à Claire? La lame s'est arrêtée en plein vol. De quoi parles-tu? » Poirot sortit lentement l'enveloppe de la poche intérieure de son manteau. Il la posa sur la table. Violette la regarda, pâle. « J'ai essayé, murmura-t-elle. Mais c'était trop tard. Auguste l'a fait disparaître de nos vies. Il m'a interdit de parler d'elle. Il me surveillait. Mais vous saviez que ce jour-là, le 4 mars, quelque chose s'était produit. « Je l'ai vu, monsieur. J'ai vu Claire arriver à la maison. Elle n'était pas censée être là. Mais elle est entrée avec un double des clés dont Auguste ignorait l'existence. Ils se sont disputés. Ils ont crié. J'étais dans la cuisine avec la radio allumée. Je n'ai pas entendu les mots. Juste un grand boum. Puis le silence. Poirot n'interrompit pas. Il laissa la vérité éclater, refoulée par des années de répression. Ce soir-là, il a quitté la maison avec une valise. Il n'avait pas de vêtements, juste des papiers. Il est revenu 2 heures plus tard, différent. Plus calme, il m'a regardé et a dit « Personne ne doit savoir qu'il est venu. » « Et qu'as-tu fait ?» J'ai écrit à Claire. J'avais besoin de savoir si elle était en vie. Mais je n'ai jamais su si la lettre était arrivée. Elle n'est pas arrivée, dit doucement Poirot. Et maintenant, elle envoie la sienne. Une valise qui reconstitue ce jour-là. Une façon de crier sans utiliser sa voix. Tu crois que Claire est en vie? Poirot ne répondit pas immédiatement. Dans son esprit, les éléments commençaient à s'aligner comme les pièces d'une horloge cachée. La valise, la lettre perdue, le journal impossible, le miroir espion, l'horloge arrêtée, et maintenant le silence brisé de Violette. « Ce que je crois, madame, dit-il enfin, c'est que Claire est plus présente dans cette maison que tout le monde veut l'admettre. » Et tandis qu'il prononçait ces mots, Claude apparut dans l'embrasure de la porte, nerveux. « Monsieur Poirot, il y a quelqu'un à l'entrée, une jeune femme. Elle n'a pas voulu donner son nom. Elle a seulement dit qu'elle était venue pour le temps qui lui était dû. » Poirot se leva avec une précision géométrique. Le temps avait enfin sonné. Chapitre 7. La femme qui est revenue du temps. Dans le hall d'entrée de la villa Églantine, sous le portrait en pierre d'Auguste Vernet suspendu au-dessus de la console, une silhouette féminine se tenait impassible. Son manteau était gris, sans marque, son chapeau, modeste et sans ornement. Elle ne portait aucun bagage, pas même un sac à main. Juste ses mains jointes sur sa poitrine, comme quelqu'un qui a voyagé léger, mais de très loin. Lorsque Poirot apparut en haut de l'escalier, la femme leva le visage. Ses yeux étaient sombres, secs, trop sereins. Son visage était maigre, aiguisé par l'âge mais pas complètement abattu, ni jeune ni vieille, comme si le temps, dans son cas, avait été suspendu. « Monsieur Poirot, dit-elle d'une voix douce et neutre, dénuée d'émotion, je suis Claire. » Poirot descendit sans hâte, sans surprise, comme si elle avait fait partie du plan depuis le début. « Mademoiselle Claire, j'ai entendu parler de vous à voix basse, entre les lignes, à travers des choses brisées ou cachées. Et pourtant, vous êtes là, vivante, présente. » Elle hocha la tête. « C'est ce que je suis venu confirmer. » « Pour confirmer quoi, exactement ?» Claire le regardait avec un calme plus inquiétant que n'importe quel tremblement. « Que je ne me suis pas inventé. » que je n'étais pas une erreur,
que le jour où je suis venu parler à Auguste existait, que tout ce qu'ils ont essayé d'effacer respire encore dans cette maison. Poirot fit signe de la conduire dans le salon, mais elle s'arrêta. « Je ne veux pas m'asseoir, je ne suis pas venu pour rester. » Alors peut-être que tu aimerais me raconter ce qui s'est passé ce jour-là. « Et si je te disais que je ne m'en souviens pas ?» demanda Claire avec un sourire triste. « Et si je te disais que tout ce que je sais, je l'ai reconstitué à partir de fragments de choses que d'autres ont jetés? Poirot ne s'y a pas, mademoiselle ?» Moi aussi je reconstruis. C'est ce que je fais de mieux. Claire prit une profonde inspiration, comme si elle avait besoin d'air du passé pour parler du présent. Il m'a demandé de venir ici. Il avait peur. Il ne l'a pas dit. Mais son écriture sur la lettre était tremblante. « Viens à Églantine. J'ai besoin que tu signes quelque chose pour qu'on puisse conclure ça une bonne fois pour toutes. » C'est ce qu'il y avait écrit. Proche de quoi? Une histoire, une erreur, ou peut-être un crime. Poirot pencha la tête. Crime? C'était illégal, monsieur. Moral. Il avait fait disparaître quelque chose, ou quelqu'un, et je le savais. Et que s'est-il passé quand il est venu? Claire hésita. Je ne sais pas exactement. Je suis entré, on s'est disputé, il m'a tendu la valise. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devrais l'envoyer à quelqu'un, capable de voir au-delà du bruit. Je suppose qu'il parlait de toi. Et puis, ensuite, je ne sais pas. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé dans une maison à Berne. On m'avait laissé là, sans papier, avec de l'argent. Comme si on avait voulu me faire disparaître dignement. Poirot hocha lentement la tête. C'était exactement le style d'Auguste, cruel dans sa politesse. « Et pourquoi es-tu revenu maintenant ?» Claire baissa les yeux. « Parce que quelqu'un m'a écrit. »« OMS, je ne sais pas. » C'était un petit mot, non signé. Il disait simplement « Le jour est venu. Le temps a commencé à s'écouler. Et tu as compris qu'il était temps de revenir. » Exactement. Je pensais que le silence était terminé. À cet instant, la porte du salon s'ouvrit et Sibylle Vernet apparut. Elle se figea à la vue de Claire comme si une figure mythologique avait pris forme. « Toi » murmura-t-il. « Ce n'est pas possible. » Claire ne recula pas. Sa position était ferme, sans agressivité. « Je ne suis jamais vraiment parti, Sibylle. J'ai juste été mise en attente. » Poirot intervint avec tact. « Mesdames, nous ne sommes pas ici pour raviver les disputes, mais pour clarifier ce qui a été nié. Elle a détruit mon mari, s'exclama Sibylle. Elle l'a manipulé, l'a rempli de peur. Il la détestait. Alors pourquoi t'a-t-il donné une valise contenant son testament royal ? Demanda calmement Poirot. Sibylle tremblait. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Poirot sortit de sa poche une feuille pliée, un exemplaire du carnet d'Auguste. Ici, à la dernière page, il écrit « Claire est mon seul témoin. S'il m'arrive quelque chose, elle saura ce que j'ai fait. Et pourquoi ? » Claire n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Poirot, cependant, se tourna vers Sibylle. « Madame, quelle était la véritable raison pour laquelle vous craigniez Claire ?» Sibylle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Poirot fit un pas en avant. Est-ce parce qu'elle savait qu'Auguste avait une fille non reconnue ? Le silence qui suivit ne témoignait pas de surprise, mais d'acceptation. Sibylle s'enfonça dans le fauteuil le plus proche. Claire ferma simplement les yeux
Lucien n'était pas son seul enfant, dit Poirot. Claire portait l'autre. Et Auguste a essayé d'effacer ce fait du temps, de sa propre histoire. Il a signé des documents. Il a réduit les témoins au silence. Il a expulsé Claire. Mais il n'a pas pu effacer sa conscience. C'est pourquoi il a tout préparé. La valise, le jour J, l'horloge arrêtée, la décision finale. Claire leva les yeux vers Poirot. Et quelle était, selon vous, cette décision? Poirot sourit légèrement. Faire confiance à quelqu'un qui se souvenait encore de ce qu'était la vérité. Chapitre 8. Le nom qui n'apparaissait dans aucun testament. Pour le reste de la journée, l'atmosphère à la villa Églantine devint presque irrespirable. Les murs semblaient retenir l'écho de chaque mot prononcé dans le hall. La présence de Claire n'était plus une rumeur flottante, mais une vérité incarnée qui perturbait le récit soigneusement construit des « Venez » comme une horloge que quelqu'un aurait forcée à tic-tac à une heure qu'elle refusait de suivre depuis des années. Poirot, quant à lui, s'était réfugié dans la bibliothèque, ce sanctuaire de secrets mal rangés. Sur la table étaient étalées toutes les archives juridiques que la famille avait transmises sans grand enthousiasme. Le testament officiel d'Auguste Vernet, daté de 2 semaines avant sa mort. Un avenant au codicille révoqué et des copies de documents notariés et bancaires. À première vue, tout semblait en ordre. La fortune avait été léguée à Sibylle, sa veuve légitime. Lucien avait reçu la maison. Estelle, quelques montres de collection. Aucun signe de Claire, ni du fils dont Poirot soupçonnait déjà l'existence. Mais Poirot ne se contentait pas des documents. Il se fiait à ce qui n'était pas dit, à ce qui brillait par son absence. Et puis, il l'a trouvé. Dans la copie du premier projet de testament, daté de 3 mois avant le document final, un nom avait été clairement barré à l'encre noire. Une erreur peut-être, ou un acte de censure, murmura-t-il. À l'aide d'une loupe et d'une légère inclinaison de la lampe, Poirot a pu lire. Claire B. Elle n'était mentionnée ni comme associée, ni comme employée. Elle était simplement répertoriée comme une personne de confiance avec une mission discrète. Un compte bancaire à Lausanne, une lettre timbrée à son nom et une clause curieuse. Si le contenu de la valise parvient entre vos mains, tout ce qui est contenu dans cet acte sera considéré comme révocable en faveur de la vérité. La phrase était déconcertante, à la fois juridique et poétique. Poirot sourit. Ah, Auguste, tu ne faisais confiance à personne, mais tu craignais encore plus le jugement de ta conscience. À ce moment-là, Claire entra sans frapper. Elle portait les mêmes vêtements gris, mais son visage avait quelque chose de différent. Une décision, peut-être. Tu l'as trouvée? Poirot hocha la tête et lui montra le projet. Il voulait l'admettre. Mais ensuite, il a changé d'avis. Était-ce à cause de la pression, de la peur ou à cause de toi? Claire baissa les yeux. Pour nous deux. Il m'a proposé de l'argent. Silence. Il m'a supplié de ne pas ternir son image. J'étais partante, jusqu'à ce que j'apprenne ce qu'il comptait faire de l'enfant. L'as-tu forcé à te le remettre? Pire encore, je voulais l'effacer, annuler son existence avant même sa naissance. J'allais enregistrer le bébé comme celui d'une autre femme. un faux nom de famille? Une fausse maison? Du temps emprunté? Poirot la regardait en silence.
Et toi? Je me suis enfui. J'ai refusé. Je me suis caché. Je l'ai élevé seul. Non pas par fierté, mais parce que je ne savais pas à qui faire. Confiance. Il m'a dit que si je parlais, personne ne me croirait. Tu es un jour qui n'a jamais existé, m'a-t-il dit. Poirot hocha lentement la tête. Et maintenant, ce jour est revenu. Avec un nom, avec un visage. Où est l'enfant? Ce n'est pas un garçon. Il s'appelle Jules. Il a 14 ans. Il est à Genève, chez un ami de la famille. Il ne sait rien. Je n'ai jamais voulu qu'il sache. Mais je ne peux plus le protéger du passé. Savez-vous qui a abrogé cette clause de reconnaissance? Claire fronça les sourcils. Ce n'était pas Auguste. Il hésitait, oui. Mais la dernière fois que je lui ai parlé, il semblait déterminé à faire ce qu'il fallait. Poirot marchait lentement vers la fenêtre. L'après-midi commençait à prendre une teinte dorée. Alors, madame, quelqu'un l'a persuadé, ou l'a intimidé. Quelqu'un ayant accès à ses papiers. Quelqu'un qui avait intérêt à ce que l'héritage ne soit pas partagé davantage. Claire leva les yeux, ferme. Sibylle, pas seulement Sibylle, Estelle avait aussi une procuration pour certaines questions médicales et juridiques, et il y a un autre détail. Lucien imitait la signature de son père depuis son plus jeune âge. J'ai vu une lettre où il s'y efforce. L'encre tremblante, l'écriture incertaine. Et s'il y avait bien une personne qui aurait pu fabriquer un testament alternatif? Lucien, puis bon, Poirot se tourna vers elle. « Claire, tu veux savoir ce que je pense qu'il s'est réellement passé le 4 mars ?» Elle hocha la tête, en silence. « Vous êtes arrivés à la villa. Vous avez discuté. Auguste a hésité. Cette nuit-là, quelqu'un s'est introduit dans son bureau, a trouvé le testament original et l'a remplacé par un nouveau. Un testament qui effaçait toute mention de vous et de votre fils. Auguste est mort cette même nuit, officiellement de cause naturelle. Mais la montre de poche indique le contraire. Son temps s'est arrêté plus tôt qu'on ne le prétendait. Et tu penses que c'était un meurtre? Poirot ferma lentement ses doigts. Je ne sais pas encore. Mais je sais que c'était une exécution légale et émotionnelle. Vous avez été réduit au silence. Votre fils a été effacé. Et le crime n'a pas été commis avec du poison, mais avec de l'encre. Et avec la peur. Claire retint son souffle. Et maintenant? Poirot s'assit à nouveau. Maintenant, madame, nous allons rassembler tout le monde, comme Auguste aimait ses horloges en cercle, et une à une, nous leur ferons sonner l'heure qu'ils ont voulu oublier. Chapitre 9. Le silence sous l'encre. L'heure, indiquée par Poirot, était d'une précision inhabituelle, 7h07, lorsque Sibylle Vernet, Lucien, Estelle et Violette entrèrent dans le salon principal. La pénombre avait teinté les murs d'une teinte ambrée fantomatique. Claire était déjà là, debout près de la cheminée, sans se cacher. Plus d'ombre, plus de miroir. « Mes amis, » commença Poirot en s'asseyant dans un fauteuil droit, les chevilles élégamment croisées. « Il n'y a pas d'accusation ce soir. Il n'y a que des faits. Et les faits, comme vous le savez bien, ont la particularité de résister à l'épreuve du temps. » Un silence prudent se répandit dans la pièce. J'ai reconstitué, comme une horloge cassée, la journée du 4 mars de l'année dernière. Poursuivit-il. J'ai suivi les rouages brisés de cette maison, ses couloirs et ses documents.
et j'ai trouvé ce que vous croyiez enterré, un testament modifié, une lettre non remise et une présence délibérément effacée de vos vies. » Claire restait immobile, mais son regard était fixe. Lucien la regardait du coin de l'œil, nerveux. Sibylle serrait un mouchoir si fort que ses jointures en étaient blanches. Les lèvres d'Estelle étaient aussi serrées que les cordes d'un violon. Auguste Vernet a tenté de rectifier une erreur, a poursuivi Poirot. Il a rédigé un testament reconnaissant Claire B. comme mère de son deuxième enfant, et lui laissant des instructions précises. Cependant, peu avant sa mort, ce testament a disparu, et un autre a été rédigé dans lequel son nom n'apparaissait pas. Poirot sortit les 2 documents et les plaça sur la table centrale, comme des pièces d'échecs révélant une partie qui n'avait pas encore été résolue. J'ai examiné les 2. La signature d'Auguste sur le second est une imitation. Pas totalement maladroite, mais instable. Les traits sont hésitants au début et s'épaississent à la courbe finale. Je les ai comparés à plus de 20 documents de sa propre écriture. Ce n'est pas la sienne. Lucien croisa les bras. « Et qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?»« Tout !» répondit Poirot sans élever la voix. « Vous avez déjà imité sa signature. Il y a une lettre dans votre bureau. Elle date de vos 16 ans, lorsque vous vous êtes fait passer pour votre père pour échapper à une affaire universitaire. Les lignes sont identiques à ce document. » Lucien pâlit. « C'était il y a des années. Je ne... » « Il n'en a jamais appris assez, » interrompit Poirot d'un ton sévère. « Mais quelqu'un a veillé à ce que cette pratique soit plus répandue. Dans la nuit du 4 mars, vous êtes entré dans le bureau de votre père. Vous ne l'avez peut-être pas tué, je n'ai toujours pas de preuves concluantes. Mais vous avez commis un meurtre symbolique, celui de la vérité. »« C'est absurde !» s'exclama Estelle, prenant la parole pour la première fois. « Et comment expliques-tu qu'Auguste ait donné la valise à Claire s'il avait déjà changé d'avis ?» Poirot leva un doigt. « Elle ne l'a pas remis après. » Avoir changé d'avis. Elle l'a préparé alors qu'elle voulait encore laisser un témoignage. C'était son filet de sécurité. S'il lui arrivait quelque chose, Claire devait le prendre. Et quelqu'un, Violette, a tenu parole, des années plus tard. Tout le monde se tourna vers Violette, qui hocha la tête, résignée. « J'ai trouvé la valise au grenier. Auguste l'avait cachée. Après sa mort, j'ai pensé la brûler. Mais... » « Je ne l'ai pas fait, je ne pouvais pas. » Poirot s'assit lentement. « Et c'est vous, Madame Estelle, qui avez convaincu Auguste de se rétracter. » Vous qui avez organisé ces rendez-vous médicaux, qui l'avez incité à prendre des fortifiants, qui lui avez rappelé les risques pour sa réputation. Il vous faisait confiance, et vous avez utilisé ce lien pour affaiblir sa volonté. Estelle ne répondit pas. Ses yeux fixés au sol étaient le seul aveu possible. Poirot s'avança. Ce crime n'était pas un crime de sang, mesdames et messieurs. C'était un crime d'encre, de manipulation, de silence. C'était une guerre de version, où l'un des combattants a été contraint de se rendre prématurément. Sibylle parla enfin, à voix basse. « Je ne savais pas que Claire portait son enfant. Je pensais que c'était juste une aventure. Auguste m'avait promis qu'elle ne reviendrait pas. Et il a tenu sa promesse, » répondit Poirot avec une gravité contenue. Mais le prix était trop élevé. Un long silence s'installa. Dans
La pénombre, le tic-tac d'une horloge, semblait plus présent que jamais. L'histoire avait été racontée. Mais une dernière question restait sans réponse. Claire s'avança. Et maintenant, Poirot se tourna doucement vers elle. « Maintenant, mademoiselle, décidez si vous souhaitez restaurer votre nom par la voie légale. Vous en avez le droit. Le testament original peut être contesté. La vérité a été révélée. Et Jules, il a droit aussi à la vérité, à son nom de famille, à une histoire qui ne lui a pas été racontée. » Claire prit une grande inspiration. Pour la première fois depuis son arrivée, elle semblait craindre l'avenir plus que le passé. « Alors, dit-il sans hésiter, vous le saurez. Mais vous... » « L'entendrez de moi? Pas d'un juge ?» Poirot hocha la tête satisfait. Toutes les victoires ne se résument pas à des peines. Certaines s'obtiennent avec le courage de dire ce qui a été nié. Chapitre 10. L'horloge qui a encore sonné. Le lendemain, le temps changea avec une précision que Poirot aurait appréciée. Le brouillard se dissipa complètement, et un soleil franc se glissa à travers les fenêtres de la villa Églantine, comme s'il osait enfin regarder à l'intérieur. Mais l'air resta tendu. Les ombres ne disparaissent pas simplement parce qu'on ouvre un rideau. Dans le salon, Claire préparait discrètement ses affaires pour partir. Elle portait la valise qu'elle avait reçue, celle qui contenait les souvenirs d'une journée entière, mais elle y avait ajouté quelque chose, une lettre écrite de sa main adressée à Jules. Poirot l'observait depuis la porte, silencieux. Il ne voulait pas interrompre ce moment, mais il savait qu'il restait une dernière pièce du puzzle à assembler. « Vous partez, mademoiselle » demanda-t-il enfin, sans même franchir le seuil. Claire hocha la tête, pliant soigneusement l'écharpe, en laine qu'elle portait autour du cou la nuit précédente. « Je n'ai aucune raison de rester. Je ne suis pas venu pour l'argent ou la reconnaissance, juste pour la vérité. Maintenant, mon fils doit la connaître aussi. » Poirot s'approcha. « Il vous dira que son père était faible, mais qu'il a essayé de se corriger à la fin. Je lui dirai que son père était humain, et que la justice prend parfois des années à prononcer un seul mot. » Poirot sourit gravement. Des paroles sages. Peut-être plus sages que celles de nombreux juges. À ce moment-là, Claude, le chauffeur, apparut. À l'entrée du salon, il portait quelque chose enveloppé dans un linge. « Monsieur Poirot, » dit-il, « pendant que nous débarrassions le vieux bureau de Monsieur Vernet, nous avons trouvé ceci coincé sous le double fond d'un tiroir. Il semble que ce soit une montre. » Claire se retourna immédiatement. Poirot la prit avec précaution. C'était une montre de poche, le même modèle que celui qui était apparu quelques jours auparavant, mais ce n'était pas la même. Celle-ci indiquait l'heure exacte, 9h17, et elle continuait de fonctionner. Son tic-tac était faible, mais persistant, comme un battement de cœur qui reprend après un long silence. « Curieux, » dit Poirot, « ce modèle faisait partie d'une collection particulière. » Auguste en possédait 3 d'après son inventaire personnel. 2 sont ici, mais celui-ci n'a jamais été enregistré. Il l'a probablement gardé secret. Claire le prit dans ses mains. Sur la couverture, gravée en minuscules lettres, on pouvait lire « Le temps que je n'ai pas eu pour toi. Le temps que je n'avais pas pour toi.
Un silence épais emplit la pièce. Claire referma doucement le couvercle, comme sur une paupière endormie. « Il a donc pensé à nous, » murmura-t-il. Poirot hocha la tête. Il ne savait pas comment protéger ce qu'il aurait dû avoir, mais il a essayé d'en préserver une partie, même infime, et vous l'avez trouvé. « Pas moi, toi ?» le corrigea-t-elle. « Non, non, j'ai juste écouté l'horloge, qui ne voulait pas mourir. » À cet instant, un nouveau son rompit la solennité. L'horloge du hall, silencieuse depuis des années, selon Sibylle, se mit à bouger. Un léger grincement, puis le son rythmé du pendule. Tout le monde le regarda. Sibylle entra à ce moment précis et se figea en le voyant marcher. « Qui a commencé ?» Claire secoua la tête. Personne n'y a touché. Poirot s'approcha de lui, posa sa main sur le bois et sourit. La vérité a une curieuse habitude, Madame Vernet. Quand on l'a dit à haute voix, le temps reprend son cours. Sibylle baissa les yeux, vaincue par quelque chose qu'elle ne pouvait nier. Peu après, Claire prit congé. Lucien n'apparut pas. Estelle non plus. Violette lui serra la main, avec l'expression confuse de quelqu'un qui se demandait si elle avait été complice ou complice d'une rédemption. Poirot l'accompagna jusqu'à la voiture. « Veux-tu faire savoir à Jules qui tu es vraiment? Je lui dirai qui je suis. Le reste viendra quand il sera prêt à l'entendre. Et la justice. » Claire leva les yeux vers le ciel clair. « Ça a déjà commencé. Je suis de retour. Et le temps a recommencé à tourner. » Poirot ôta respectueusement son chapeau. « Alors, mademoiselle, je vous souhaite quelque chose de bien rare en ces temps. »« Quelle chose ?» Pec, la voiture s'éloigna sur le chemin bordé de pins. Poirot la regarda disparaître, puis fit demi-tour et rentra dans la villa églantine. Le pendule continuait d'osciller. Le temps, enfin, s'était réconcilié avec lui-même, et ainsi, le jour qui n'a jamais été vécu est devenu le jour qui a tout changé. Épilogue. Les heures ne mentent pas. Une semaine s'était écoulée depuis que Claire avait quitté la villa églantine. Le temps, désormais clairement printanier, caressait les collines suisses avec une douceur qui contrastait avec la froideur émotionnelle qui subsistait entre les murs de la maison de Vernet. Au cœur de Lausanne, dans un petit café, face au lac, Hercule Poirot était assis seul avec sa tisane à la camomille et un petit pain parfaitement coupé. Son journal était plié sur la table, mais il ne le lisait pas. Il fixait l'eau. Ses pensées tournaient sans cesse, non pas avec urgence, mais avec cette persistance réfléchie qui accompagne une affaire classée, mais il ne s'arrêtait pas de parler. La justice avait commencé son lent processus. Forte des preuves fournies par le testament original et l'écriture manuscrite, Claire avait déposé une contestation judiciaire discrète, conseillée par un avocat de confiance, recommandé par Poirot. Elle ne cherchait pas à hériter. Elle voulait seulement que son fils soit reconnu et que l'état civil qui avait occulté son existence soit rectifié. À la villa églantine, la dynamique familiale avait radicalement changé. Lucien s'était retiré à Paris pour peindre en silence, selon Estelle. Mais Poirot savait qu'il partait davantage par honte que par vocation artistique. Sibylle, vaincue mais digne, s'était retirée dans son jardin, comme si la terre pouvait lui rendre le contrôle que l'histoire lui avait ravi.
L'affaire n'a pas été relayée par la presse. Il n'y a pas eu de gros titres. Il n'y a eu aucune arrestation. Personne n'a été officiellement jugé. Mais Poirot savait, avec la certitude de quelqu'un qui a entendu des confessions diverses et variées, que les personnes impliquées porteraient le poids de leurs décisions jusqu'à la fin de leurs jours. Et cela, pour certains coupables, était une peine plus sévère que celle prononcée par n'importe quel juge. Poirot sortit de la poche intérieure de son manteau la montre de poche qu'il avait trouvée dans le double fond du bureau d'Auguste. Elle fonctionnait toujours, non pas avec une précision suisse, ce qui irrita légèrement Poirot, mais avec une constance déterminée, comme si elle refusait de s'arrêter une fois de plus. Il l'a ouvert. L'inscription était toujours là, simple et définitive, le temps que je n'ai pas eu, pour toi. Le détective le tint entre ses doigts un instant de plus, avant de le refermer avec un léger clic. Puis, un jeune serveur s'approcha, âgé d'à peine 15 ans, mince, avec une coiffure soignée et des manières polies. « Excusez-moi, monsieur », dit-elle timidement. « C'est Madame Claire qui m'a envoyé ceci. » Poirot prit la petite carte pliée et l'ouvrit. Une écriture ferme et neuve, différente de la calligraphie désuète qui caractérisait les lettres précédentes, y était simplement écrite « Merci d'avoir redonné à Jules le droit de disposer de son temps. Il ne se demandera plus pourquoi il n'existait plus. Maintenant, il sait qu'on l'a simplement fait attendre. » Poirot sourit et, pour la première fois depuis longtemps, il posa la montre sur la table et ne la regarda plus. Le temps n'avait plus besoin de sa vigilance. Poirot but la dernière gorgée de son thé, se leva et s'engagea dans la rue, tel un homme qui avait résolu non pas un crime, mais quelque chose d'encore plus étrange, un mensonge par omission, une histoire brisée qui avait enfin retrouvé son sens. L'horloge a recommencé à tourner, et avec elle, les vies que tant de personnes ont essayé d'arrêter. Postlude. La dernière trace du jour perdu. Par un après-midi clair, près d'un mois après la clôture de l'affaire Vernet, Hercule Poirot se promenait dans une galerie d'antiquités discrètement cachée dans la vieille ville de Genève. Il n'était pas arrivé là par hasard. Son contact à Lausanne, un vieux libraire, lui avait mentionné, autour d'un café serré, qu'une montre de poche gravée à ses initiales était mise en vente plus d'1 an auparavant. Poirot, toujours attentif aux détails qui persistent au-delà de l'épilogue, ne l'avait pas oublié. Il entra dans l'établissement. Ça sentait le bois ciré, le vieux papier et un soupçon d'encens. L'antiquaire, un homme au regard aussi perçant que son silence, le reconnut instantanément et le conduisit, sans un mot, vers une vitrine située au fond. Là, parmi les boussoles de Marine et les horloges de carrosse, reposait un objet familier, une autre horloge d'Auguste Vernet, la 3e de la collection. Celle-ci, cependant, possédait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une gravure au dos, presque imperceptible, sauf en pleine lumière. Poirot demanda une loupe. L'antiquaire la lui offrit d'un geste des sourcils. En minuscules lettres, encastrées juste au-dessus de la courbure du métal, on pouvait lire « Jour effacé »,« Mémoire intacte »,« Jour effacé »,« Mémoire intacte ». Poirot ferma les yeux un instant. Un nouveau message, un dernier passage du testament d'Auguste, jamais délivré légalement, mais délivré par l'art.
Qui a apporté ça? Demanda-t-il. L'antiquaire haussa les épaules. Une jeune femme? Cheveux noirs? Sans nom. Elle disait qu'elle n'avait plus besoin de lui, qu'il était temps de le laisser partir. Poirot comprit. Claire avait fait une dernière visite avant de quitter définitivement la Suisse. Ou peut-être était-ce Jules. La montre était propre, calibrée et sans l'urgence de quelqu'un qui craint d'être oublié. Le détective n'y a pas cru. Il n'en avait pas besoin. Il voulait juste savoir si ça existait. En sortant de la boutique, il remarqua une silhouette assise sur un banc à proximité, en train de dessiner. C'était un jeune homme d'environ 14 ou 15 ans, carnet à la main, le trait déterminé. Il ne sembla pas remarquer la présence de Poirot, mais la moustache parfaitement symétrique du vieil homme sembla attirer son attention. Le garçon esquissa un léger sourire. Poirot le regarda, puis détourna les yeux avec une sérénité qui confinait à la tendresse. Il ne s'approcha pas. Il ne posa pas de questions. Le jeune homme avait le droit d'ignorer que ce jour perdu projetait encore des ombres, et aussi de la lumière. À la gare de Genève, en attendant son retour à Londres, Poirot ouvrit son petit carnet en cuir et écrivit une dernière note à l'encre noire. Le crime le plus difficile de tous est celui commis contre le temps lorsqu'il est forcé de mentir. Il ferma le carnet, le mit dans sa valise, une petite valise parfaitement organisée, et monta dans le train. Alors qu'il s'en allait, quelque part entre les Alpes et les brumes de l'histoire, le jour qui n'était jamais venu s'est finalement effacé à sa juste place, non pas dans l'oubli, mais dans la vérité. Annexe finale. Le téléphone qui n'a jamais sonné. Londres. Une nuit de pluie légère, de celle qui semble flotter, non pas mouillée, mais flotter. Dans son appartement de Whitehaven Mansion, Hercule Poirot se reposait, une couverture sur les jambes, une tasse de tisane parfaitement équilibrée sur la table basse et l'exemplaire du soir, de Le Soir, toujours fermé. Tout autour de lui était ordre, symétrie, méthode. Pourtant, son esprit n'était pas complètement serein, car si l'affaire Vernet était en apparence résolue, Claire reconnue, Jules légitimé, le testament amendé, il restait un détail. Un détail si insignifiant que la plupart l'auraient ignoré. Mais Poirot n'était pas le plus grand. Ce détail n'était ni en Suisse, ni dans un testament, ni même dans une montre. J'étais au téléphone, et ce téléphone n'avait jamais sonné. Le soir du 4 mars de l'année précédente, Claire avait déclaré avoir reçu une lettre d'Auguste lui demandant de venir à Églantine. Cependant, en examinant les relevés téléphoniques au cours de l'enquête, Poirot avait découvert une chose étrange, 2 appels passés depuis la ligne privée d'Auguste vers un numéro masqué. daté précisément de 21h15 et 21h18, 1 heure seulement avant sa mort. Des appels que personne n'avait expliqués. Les autorités n'y avaient pas prêté attention. Pour elle, cela faisait partie de la routine avant une crise cardiaque. Fatale. Mais Poirot ne croyait pas aux appels d'adieu silencieux. Il croyait aux messages sans réponse. Aux vérités sans résonance, il s'était donc discrètement renseigné. Non pas auprès de Scotland Yard,
ce qui nécessitait souvent une bureaucratie inutile, mais auprès de Georges, son fidèle valet et assistant de confiance, qui lui apportait alors une feuille pliée en trois, accompagnée d'une révérence presque cérémonielle. « L'adresse, monsieur. J'ai trouvé le propriétaire du numéro caché. » Poirot l'ouvrit et lut sans surprise « Madame Élise Alberde. » Rue Benham, Lausanne, veuve, téléphoniste à la retraite. Il se souvenait du nom, Albarde. Lucien l'avait mentionné, un visiteur suspect, mais il n'avait jamais précisé qu'il s'agissait de elle. « Ah, Georges !» murmura Poirot. L'ange endormi de l'histoire, que personne ne regarde parce qu'il n'a plus d'aile. 2 jours plus tard, Poirot était de retour en Suisse, cette fois sans prévenir. La maison de Madame Albert était modeste, avec des rideaux de dentelle et un chat endormi sur la cheminée. La femme, avec ses cheveux blancs impeccablement coiffés, l'accueillit sans surprise. Elle semblait l'attendre. « Vous êtes ici pour les appels ?» Poirot hocha la tête. « Vous souvenez-vous » ? Clairement, parce que ce n'était pas lui qui m'appelait. C'était quelqu'un d'autre au téléphone, un jeune homme nerveux. Il voulait savoir s'il pouvait déconnecter un appel programmé. Il m'a supplié de ne pas divulguer le numéro, de considérer cela comme une erreur technique. Poirot fronça les sourcils. A-t-il dit son nom? Non, mais j'ai reconnu la voix plus tard. C'était Lucien. J'avais assisté à des dîners chez les Vernet, des années auparavant. Il avait toujours un ton tremblant lorsqu'il parlait aux domestiques. Je l'ai reconnu immédiatement. Et l'appel que tu as évité. Madame Alberde se leva, alla vers une boîte en fer blanc sur l'étagère et en sortit un vieux carnet. Elle en ouvrit une page pliée. Auguste Vernet avait prévu un appel à 9h30. Destination: le parquet de Lausanne. Apparemment, il comptait remettre un document. J'ai supposé que c'était un document juridique. Mais ça n'a jamais eu lieu. La ligne a été coupée juste avant. Poirot se redressa sur sa chaise. « Et vous, avez-vous gardé une copie de cette programmation ?» Exactement ce que j'ai écrit. Il lui tendit la page. Je savais que quelqu'un viendrait un jour. Les gens comme moi attendent toujours quelqu'un, monsieur Poirot. Ce soir-là, Poirot marchait seul dans les rues pavées de Lausanne. Nul besoin d'accusations supplémentaires. Lucien était déjà loin. Mais ce dernier détail, un appel tronqué, une voix qui tentait d'effacer la dernière confession d'un homme malade et repentant, confirmait ce que Poirot pressentait déjà. Auguste avait essayé de faire ce qui était juste, pas seulement avec Claire, pas seulement avec Jules, mais avec la loi, et son propre fils avait coupé l'appel avant que la vérité ne puisse dire son nom. Dans son carnet, Poirot a noté une seule ligne en arrivant à son hôtel. Parfois, le crime le plus lâche est celui commis en silence. C'est comme raccrocher le téléphone sans dire un mot. Il s'allongea. Il rêva d'horloge. Et pour la première fois depuis des semaines, elles marchaient toutes au même rythme. Chapitre final. Les petites cellules grises au repos. Un autre mois s'était écoulé. On était déjà en avril, et l'air printanier de Londres embaumait le parfum des tilleuls en fleurs. Dans son appartement impeccablement rangé de Whitehaven Mansion, Hercule Poirot était assis devant un carnet neuf à couverture noire. Tout ce qui concernait l'affaire Vernet
Les lettres, les fragments du testament, les photographies, les noms avaient été classés de sa main méticuleuse. Il ne lui restait plus que l'exercice qui lui procurait le plus de plaisir. La synthèse Finale. la construction de la vérité, non pas comme un dossier juridique, mais comme une structure morale. Pour Poirot, il ne suffisait pas de savoir ce qui s'était passé. Il fallait comprendre pourquoi. Le crime, en tant que tel, n'a jamais été sanglant. Personne n'a été empoisonné, personne n'a été poignardé, personne n'a été abattu. Mais il y a eu une mort plus calculée, la mort d'un jour. Le 4 mars, effacé des registres officiels, reconstitué dans une valise, réécrit sur des horloges, ravivé dans le miroir. Un jour qui avait tenté d'exister, mais qui avait été noyé sous l'encre, l'ambition et la peur. Lucien Vernet, ce fils légitime aux allures de bohème anticonformiste, avait été l'exécuteur testamentaire d'un faux. Il avait remplacé le testament de son père, craignant que son héritage et sa place dans l'arbre généalogique ne soient menacés par le fils qu'Auguste voulait reconnaître dans sa vieillesse. Il l'avait fait en silence, comme des lâches. Il n'avait pas tué avec du poison, mais avec du papier. Il avait interrompu une communication. Il avait altéré une signature. Il avait glissé un faux document devant un notaire distrait. Estelle, la belle-sœur, était une complice passive. Son rôle était plus subtil. Elle alimentait l'insécurité d'Auguste, insinuait que Claire était dangereuse, que le passé devait être scellé pour protéger le nom de famille. Elle n'agissait pas avec ses mains, mais avec sa langue. Dans les crimes de moralité, cela suffisait. Sibylle, la veuve, était davantage une victime qu'une coupable. Pendant des années, elle a cru que Claire n'était qu'un coup de foudre de jeunesse. Elle n'a finalement réalisé qu'elle avait été déplacée pour que le foyer familial ne se décale pas. Et Violette, la gouvernante silencieuse, était la gardienne involontaire de la vérité. Elle garda la valise, protégea la lettre « non » envoyée et, finalement, remit la clé lorsqu'elle comprit que garder le silence était une autre forme de trahison. Mais au centre de tout cela se trouvait Auguste Vernet. Un homme puissant, méticuleux, obsédé par la précision et le contrôle, jusqu'à ce qu'à la fin de sa vie, il redoute le jugement de sa conscience plus que le scandale public. Il avait tenté de rétablir l'équilibre. Il avait laissé la valise. Il avait programmé l'appel. Il avait rangé la 3e montre, celle que Claire trouverait avec la gravure la plus sincère de toutes, le temps que je n'avais pas. Pour toi. Et lorsqu'il réalisa que sa volonté avait été renversée, son cœur déjà fragile s'arrêta sans aide extérieure. Il n'avait pas été assassiné. Il était brisé. Et Poirot, qui ne pardonnait pas le désordre, même en pensée, ne se permit pas de clore l'affaire tant que chaque pièce ne serait pas remise à sa place. Maintenant que tout était vérifié et scellé, Poirot se servit une dernière tasse de thé. Sur la table se trouvait une lettre. De Claire, Monsieur Poirot. Jules a lu ma lettre. Il m'a posé beaucoup de questions, mais il n'a pas pleuré. Il m'a demandé ma montre. Il la porte fièrement, non pas parce qu'elle est en or, mais parce que, comme il le dit, elle lui rappelle que même lorsqu'on n'est pas inscrit dans l'histoire, on peut écrire son propre chapitre. Merci d'avoir retrouvé le jour
où nous avons été cambriolés. Claire. Poirot sourit, non pas avec fierté, mais avec cette satisfaction sereine que bien peu connaissent. Il n'y avait eu aucune arrestation, pas de presse, pas de public à applaudir. Mais une injustice avait été réparée. Un fils avait été réintégré dans son histoire. Un nom avait été reconquis. Et c'était là, pensait Poirot, le but Le plus noble de ces fameuses petites cellules grises. Il se leva lentement, rangea le carnet sur l'étagère, l'alignant avec les autres volumes d'affaires résolus. Puis, il se dirigea vers la cheminée où reposaient ses montres personnelles. Parmi elles, la plus récente, celle d'Auguste, celle qui s'était remise à fonctionner, indiquait déjà l'heure exacte. Poirot l'ajusta une seconde. Non pas par nécessité, mais par respect. C'est bien, se dit-il. Ni avant, ni après, juste au moment où il aurait dû arriver. Et il s'assit pour attendre l'histoire suivante.